dit que ça couille un peu niveau retour et écho. Oui, c'est réglé à l'instant normalement. C'est réglé, c'est Fantan qui est désormais producteur, hein, évidemment. Et on te confirme que c'est réglé, mon cher Yann. Donc c'est parfait. Vous avez ce petit diaporama exceptionnel, tout simplement, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'il y aura du changement de diaporama. Et ça, c'est toujours assez impressionnant. On n'a vraiment pas l'habitude. Et donc, messieurs, objectif maintien, faut-il s'inquiéter? C'est la question que nous vous posons. Et une question à laquelle on va tenter de répondre pendant cette grosse heure, on va dire, d'émission sur Twitch. Alors, il y aura quelques invités également, des invités brestois, mais pas que. On aura également un supporter nîmois, si je ne dis pas de bêtises, Benjamin du 11 de Nîmes. On aura évidemment Jérôme d'ici c'est Brest, la page Facebook et le compte Twitter notamment d'ici c'est Brest. Et Guillaume qui sera là. Guillaume qui est... En son nom propre. Oui, qui est juste un supporter brestois, voilà, un supporter brestois de type lambda, comme nous le sommes tous, effectivement. Tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette petite diapositive, sur vos petit écran, le calendrier du Stade brestois qui est là, qui est juste là devant vous et qui ne nous suce pas le bout, néanmoins. Je l'attendais. 8 journées à jouer, donc Brest qui est 14e avec 35 points et qui a pour l'instant 6 points d'avance sur le 18e Nîmes et un 18e qui est donc la place de barragiste. Beaucoup de matchs, on va dire, entre Brest et ses concurrents directs. On va commencer par toi, Fanche. Est-ce que tu as des matchs qui sont mis en avant pour toi, qui sont à mettre en avant pour toi? Ou est-ce que on va dire que, comme on va dire les acteurs du monde professionnel, tu vas utiliser la langue de bois et la maxime chaque match est important, il faut les prendre les uns après les autres? Eh bien, non, parce que je pense que le maintien se jouera aussi dans les têtes. Et à ce titre, si on enchaîne des mauvais résultats contre Lorient et Nîmes, des concurrents directs, ça peut être très difficile après de rebondir. En revanche, si tu gagnes Lorient et Nîmes, bon, bah là, l'affaire sera réglée. Donc je pense que les 2 prochains matchs vont être absolument cruciaux, à mon sens. Si tu les perds, effectivement, tu auras l'occasion derrière de te rattraper. Il en restera encore 6, si je dis pas de bêtises. Mais dans quel état psychologique tu vas te retrouver, ça va être très compliqué. Donc, je pense que pour moi, les 2 prochains, il faut prendre 4 points au moins. Si tu prends 4 points sur les 2 prochains, je vois pas ce qui peut nous arriver. Effectivement, si tu les perds, on va dire, évidemment, puisque ce sont les 17 et 18e que Brest affronte, ces 17 et 18e auront au moins 32 points et reviendront donc à 3 longueurs du Stade brestois qui aura donc perdu ces 2 matchs. Et ce sera un peu plus dangereux. Alors, derby face à Lorient, un derby c'est toujours particulier, mais encore plus peut-être quand les 2 équipes jouent le maintien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de matchs à 6 points, comme je l'ai dit. Et il y a surtout le fait que Brest et Lorient ne s'aiment pas. Malheureusement, il y aura personne dans les tribunes. Ça aurait pu être assez exceptionnel avec des supporters. Et des matchs un peu après, un mois d'avril, au niveau des positions, on va dire que Brest affronte plutôt abordable, mais on sait qu'en fin de championnat, c'est jamais facile de jouer des équipes qui jouent le maintien. Peut-être je profite juste d'intervenir pour vous dire que, petite nouveauté, on a des petits sondages. Et justement, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir à combien de points vous estimez le maintien. Donc pour Est-ce que tu peux voter, agrandir le sondage? oui, pour voter, c'est très simple. Vous appuyez sur 1, 2, 3 ou 4. Vous tapez ça dans le chat et c'est réglé. Voilà, Merci. très bien. Peut-être qu'on va pouvoir accueillir notre premier invité, comme tu le sens, Quentin. Je pense que Ah, tout à fait. On est toujours avare d'invités, évidemment. tout à fait. Alors notre premier invité, vous le connaissez dans le microcosme brestois quand même, normalement.
Je crois qu'il est assez positif, assez optimiste sur l'avenir. En tout cas, il va nous le dire. Donc, le premier invité, c'est Jérôme de Ici c'est Brest, hop, à qui on rend la parole tout de suite. Donc, Jérôme, normalement, c'est bon, tu dois pouvoir t'exprimer. Oui, je peux m'exprimer. Salut, salut les gars, salut tout le monde. Salut. Salut Jérôme. Alors, mon cher Jérôme, Oui, j'ai la parole un peu sur ce. Tu es plutôt dans l'équipe des optimistes, dans la hein, team Serein, ouais. dans la team serein, comme tu dis. Dans notre équipe, il y en a plutôt un qui est serein, deux même, hein. Je crois qu'Yann était plutôt team serein aussi. Et un qui Oui. est plutôt pessimiste, hein, à sa grande habitude, effectivement. Et Jérôme, voilà, explique un peu nous ta démonstration. Pourquoi es-tu de la team serein? Ah bah parce que il faut rester positif. Je pense que la fin de saison, là, elle va être plutôt en notre faveur. On a un calendrier plutôt favorable par rapport aux cinq derniers. Enfin, je compte pas Dijon, je compte plus Dijon. Mais on a un calendrier plutôt favorable. Puis si on revient sur les 8 dernières rencontres, puisqu'on fait le parallèle avec les 8 prochaines, on a gagné 2 matchs, si je me rappelle bien, 3 nuls, 3 défaites, donc ça fait 9 points. 9 points en ayant joué, on va dire 4 gros. Donc je suis plutôt optimiste vu le calendrier qui nous attend. Après le maintien cette année, je ne sais pas combien il va se plafonner. Je pense que si on reprend aussi pareil les 5 dernières années, il y a eu des maintiens à 42, 40 et les 3 derniers, sans compter évidemment les dernières qui est pas comptable, il y a 37, 36, 37, 38 points. Donc je pense qu'on va un maintien cette année bien assuré. Je pense que ce sera à 39, voire au pire 40 points. Donc ça nous laisse 5 points à prendre. Et comme disait tout à l'heure Yann, si je crois que c'est Yann, les 2 matchs à venir vont être vraiment décisifs. Ouais. Pour moi, Lorient et Nîmes, c'est vraiment les 2 gros matchs à prendre au sérieux, quoi, à être vraiment, voilà. Si ces gros matchs, si ces 2 matchs-là, on fait quelque chose, je pense qu'on est à l'abri, hein. On peut finir dans les, allez, on va dire 12e, 11, 12e. Et il faudrait combien de points pour toi sur ces 2 matchs-là, justement? 3, 4, 6? Allez, au mieux, en étant hyper optimiste, 6 points, et puis 4 points, déjà aller chercher un nul à Lorient, même si une victoire, évidemment, nous ravirait tous. Aller chercher un nul à Lorient, parce que ça va être compliqué quand même de jouer ce Lorient-là aussi qui veut s'en sortir. Et puis gagner, évidemment, retrouver nos victoires à Leblé, quoi. C'est ça l'un des gros avantages que le Stade brestois, c'est que à domicile, normalement, c'est plutôt fiable. Ouais, Et on dit souvent que le maintien se joue à domicile, se oui. gagne à domicile en tout cas, même si c'est peut-être un peu moins le cas depuis quelques semaines, avec notamment des performances un peu en dents de scie et une dernière contre Angers qui, on s'est fait Stéphane mouliniser, hein, on va dire, Oui, où c'était un peu comment dire, une petite sieste, hein, qu'on a passé un dimanche après-midi. une bonne sieste en première mi-temps, ouais. Et c'est sûr que voilà, il reste 8 matchs, pardon, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Donc là-dessus, on est plutôt équilibré. Et les matchs à domicile, Nîmes, Lens, Nantes, même Paris, hein, finalement, Brest, je pense, peut rivaliser avec n'importe quelle équipe à domicile, en tout cas, en espérant que Paris soit peut-être déjà champion, ou n'ait Ouais. plus rien à jouer. En tout Ouais, il cas, faut juste espérer ça, ouais. C'est qu'il n'ait plus rien à jouer, à la limite, à la dernière journée, si vraiment on est dans le dur, ça serait bien pour nous, ouais. mais idéalement, le Stade brestois n'aura plus rien à jouer également. Oui, idéalement. Dans la team Serein, on est confiant. Donc, oui. Mon cher Fonche, tu as parlé de Lorient et de Nîmes. Après, il y a du Lens, il y a du Saint-Etienne. Mhm. Est-ce que tu vois Brest prendre des points face à ces deux adversaires également? Alors, je pense pas que ce soit forcément 2 adversaires qui nous soient outrageusement supérieurs, surtout Saint-Étienne cette saison, mais c'est aussi des adversaires contre lesquels on peut perdre des points. On voit Lens, ça fait une très très belle saison, particulièrement à l'extérieur. Ils sont très efficaces hors de leur base. Ils sont encore dans le coup pour la 5e place, donc il ne faudra pas compter sur un relâchement de leur part. Après, Saint-Étienne, c'est très très irrégulier, hein, quand on regarde leurs résultats. Et à domicile, ça a perdu, hein. J'ai souvenir d'une défaite contre Lens. Il reste sur une défaite 4-0 contre Monaco.
Alors effectivement, je pense qu'on peut prendre des points sur les 4 prochains matchs, d'autant qu'on joue qu'on joue à Brest, contre Nîmes, et contre Lens de manière consécutive. Vraiment, hein, je disais tout à l'heure, c'était les 2 prochains matchs les plus importants, mais je pense même sur les 4 prochains, là, il faut absolument prendre des points. Ça peut très vite, en fait, ça peut très vite se régler comme ça peut très vite, se resserrer. Donc là, on sera de toute façon, très rapidement au courant de des choses qui nous attendent, hein. Là, je pense qu'après le match de Saint-Étienne, on sera plus ou moins fixé sur notre sort, je pense. Est-ce que c'est pas finalement après le match de Nantes que Brest devrait être maintenu? Même après le match de Nantes, c'est vrai qu'on j'avais pas vu qu'on enchaînait à la fois à Nice et Montpellier, c'est un peu étonnant comme Nice, calendrier. Montpellier, Paris, c'est pas facile. Non, Nice, Montpellier, Paris, mais après bon, Montpellier, ce sera certainement Montpellier qui n'aura plus rien à jouer non plus. Idem pour Nice. Donc bon, il y a des coups à jouer, même si de toute façon, ce qui m'embête un peu cette saison aussi, et je pense qu'on en reparlera, c'est, la capacité de Brest à l'extérieur d'être, particulièrement inoffensif finalement depuis bien longtemps. Il me semble Mmh. qu'on a dû gagner 2 matchs, ça doit être Dijon et puis le deuxième m'échappe à l'extérieur. Heu, Ça me reviendra peut-être. Mais voilà, c'est dans le chat, des gens vont le dire. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est le truc, c'est qu'à l'extérieur, on est vraiment nul. J'espère, comme disait Taol, on se prend toujours des branlées à Lorient, j'ai peur que ça continuera. Je pense que ça continuera malheureusement parce que je vois Lorient très en forme, sur les dernières semaines. Après, en plus qu'on parle du calendrier, c'est un petit peu difficile de se baser sur le calendrier parce qu'on voit des trucs vraiment improbables en ce moment. Nantes qui va gagner à Paris, je sais plus, Nîmes qui a gagné à Lille. Bon, et moi, ce que je regrette, c'est que Brest n'est pas capable de faire ce genre de coupe maintenant. Il le faisait en début de saison. Mais plus que le calendrier, c'est le niveau de jeu de l'équipe qui m'inquiète beaucoup. On est vraiment plus du tout offensif. Contre Angers, on a été vraiment très, très mauvais. On a vu, hein, le coach faire des 3 changements à la mi-temps et ça me voilà. Ah oui, Metz, c'est à l'extérieur, exactement, merci. Et justement, petite transition un peu idéale, hein, tu nous parles justement de l'exploit nîmois à Lille. On va peut-être laisser la parole à quelqu'un qui, lui, saura mieux nous en parler et quelqu'un qui est aujourd'hui un concurrent direct au maintien. C'est Benjamin qui représente donc le 11 de Nîmes qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Benjamin, normalement, tu dois pouvoir parler actuellement. Benjamin? Non? Bon, je vais lui envoyer un petit message et continuer. Ah, ça pouvait pas durer, sans petite péripétie technique, hein, Juste évidemment. je te coupe, Quentin, peut-être que c'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure. Parce que Taol dit justement dans le chat, que la presse n'est pas d'accord avec moi sur le jeu de Brest. Peut-être qu'on pourra faire un petit point là-dessus justement sur est-ce que Brest joue bien et qu'est-ce qu'on en pense, tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Un point qu'on avait souligné il y a déjà bien longtemps, hein. De notre côté, si vous êtes des auditeurs assidus, évidemment, et ressortez les bandes, comme dirait un Oui. un animateur, radiophonique, on va dire. Alors, puisque Benjamin, niveau de Benjamin, c'est un peu compliqué niveau technique, hein, niveau technique aussi grandissant que Gaëtan Charbonnier actuellement, évidemment, qui Ah, nous c'est rend terrible. tous, tous particulièrement tristes. Ah, est-ce qu'on a entendu Benjamin? Non? Non, 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 c'était moi, je suis en train de Pardon. voir avec lui justement. Très bien. Oui, on va peut-être, passer à nos avis à nous, peut-être, mon cher Fanch. Toi, tu es plutôt de la team pas serein du tout, hein? Oui, alors comme je disais, je suis de la team pas serein, mais pas serein du tout, du tout, du tout pour le maintien. Pourquoi pour plusieurs raisons, je vais les développer ici. Alors effectivement, on a 35 points, il reste encore beaucoup de matchs, à jouer, donc potentiellement beaucoup de points à prendre, mais c'est à double tranchant parce que les adversaires peuvent en prendre aussi et quand on regarde, le parcours des adversaires, que ce soit Nantes, Nîmes, Lorient principalement, on voit beaucoup plus de vert et de jaune là sur le graphique, sur l'image que nous a mis Yann, que, du côté du Stade Brestois. C'est une chose. Deuxième chose, je reste peut-être un petit peu traumatisé aussi de la saison 2012-2013, même si je pense qu'il y a rien à voir dans l'effectif, dans l'environnement du club, donc ça j'évacue. Mais c'est surtout dans le niveau de jeu de l'équipe que je suis inquiet. Sur les derniers matchs, et avec le recul, le match d'Angers m'a fait vraiment très mauvaise impression et même les différents matchs, que ce soit bon, Lyon, il y a une bonne mi-temps, la deuxième, on passe complètement à côté de la première. Merci Cibois, enfin on passe à côté, c'est un grand mot parce qu'il y a eu quand même plusieurs occasions brestoises en première mi-temps aussi. Dijon, on les bat, mais tout le monde les écrase, donc voilà, et pourtant on a fait une très mauvaise deuxième mi-temps et après, voilà, à Monaco, c'est Monaco, vous allez me dire, à Lille, c'est Lille. On n'a pas eu un calendrier facile, donc peut-être que mon avis est biaisé par rapport à ce calendrier qui a été très difficile, mais je trouve qu'on a un Brest beaucoup moins fringant, beaucoup moins, qui montre beaucoup moins de qualité dans le jeu
Et c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. Je vois des joueurs, tu disais tout à l'heure, Quentin, en off, quand on discutait, que Fèvre était probablement un petit peu cramé. Je suis d'accord avec toi. On a un Gaëtan Charbonnier, lorsqu'il rentre, qui n'est pas du tout intéressant, plus du tout intéressant. Il fait presque de la peine à voir, à se demander s'il n'est pas là pour emmerder le coach. C'est assez inquiétant. Après, voilà, défensivement, on encaisse toujours beaucoup trop de buts et beaucoup trop facilement. Et j'ai peur que justement, si les prochains matchs Lorient, Nîmes se passent mal, on soit en très grande difficulté. J'espère me tromper, hein, franchement, j'espère que l'équipe va retrouver un second souffle. Mais à l'heure actuelle, si je devais parier sur le maintien, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on pourrait prendre peut-être des matchs nuls, mais des victoires. Voilà, moi je pense que le maintien va se jouer à 41 au moins, donc il faudrait au moins 6 points, je pense. 6 points pour être à peu près tranquille. Pas des plus sereins, c'est clair. Alors que là, cette fois, je pense que le 11 de Nîmes devrait être disponible, devrait pouvoir nous entendre et pouvoir parler surtout. Normalement, ça doit être bon, Benjamin. Alors en attendant, Benjamin, peut-être une loin, terrible Nîmes. nouvelle, puisque Matteo Guendouzi vient de marquer pour l'équipe de France ce soir contre la Finlande sur une passe de Alexis Claude Maurice. Donc tout va bien côté Lorientais, ancien Lorientais. Peut-être une mauvaise nouvelle avant le match de dimanche, évidemment à 15h au Moustoir. Donc Benjamin, je vois ton icône qui s'allume, donc je pense que tu es en train de parler. Je peux me tromper. Je ne sais pas si vous l'entendez ou si c'est juste de mon côté. Non, on l'entend pas du tout. Là, ça doit être bon, non? Aïe, l'outil Twitch qui nous fait défaut, malheureusement. Fracture du micro, terrible. Aïe. Bon. C'est pas grave. Est-ce que Quentin peut-être peut nous dire pourquoi lui, il est optimiste? Tout à fait. Je peux vous dire. Alors déjà, je pense que c'est dans nos natures respectives, Fange, d'être plutôt Oui. optimiste de mon côté et pessimiste du mien. C'est quelque chose sur lequel on rigole régulièrement. Absolument. Ça devient presque un running gag. Même si on avait annoncé la montée, un an et demi avant qu'elle arrive. C'est fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Brest va déjà parce que Brest a déjà 6 points d'avance à 8 journées de la fin sur le 18e. Donc finalement, je pense qu'il y a au moins il y a 6 équipes qui aimeraient être dans notre situation avec 35 points. Malgré les diverses séries de Nîmes, je pense qu'ils préféraient avoir 35 points que 29 à 8 journées de la fin. Et Brest avait finalement 12 points d'avance après la 19e journée. Donc mathématiquement, si on fait un calcul très rapide, il a perdu 11 points. Il a perdu 6 points, la moitié de ce qu'il avait en 11 journées. Et il en reste plus que 8. L'idée, ce serait de ne pas perdre autant de points en autant de journées. Brest aussi. Peut-être juste pour illustrer tes propos, justement, c'est là ce que vous voyez qui vient de s'afficher à l'écran, c'est le classement en 2021, depuis le 1er janvier 2021. Voilà, je suis du côté des sereins, mais je dois avouer qu'en voyant ça... il n'y a pas tellement à flipper. Parce que, ok, Brest est 19e, mais il n'a perdu que 1 point sur Nantes, 2 points sur Bordeaux, 3 points sur Saint-Etienne, 5 sur Nîmes, Lorient. Et ça, c'est en 13 journées. Ouais, mais là, il va y avoir des confrontations directes. Ah oui, ça c'est une autre chose. C'est à double tranchant, tu diras. C'est à double tranchant. Tu bats Nîmes ou Lorient, effectivement. De toute façon, tu bats Nîmes ou Lorient, tu es quasiment sûr de ne pas finir 19e. Alors que, je vous arrête, je crois qu'on a entendu des allô dans le Discord. Je crois que Benjamin est avec nous. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Enfin. C'est bon, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. J'ai tout essayé, mais j'ai trouvé, c'est bon. Je suis avec vous. Alors, déjà, merci d'être là avec nous. Grand plaisir. De prendre quelques minutes de ton temps. Je suis un habitué maintenant. Et oui, donc Benjamin du 11 Nîmois qu'on avait déjà eu en début de saison, qui vient nous parler de l'équipe, peut-être pas en forme, mais de l'équipe qui retrouve des couleurs ces derniers mois quand même, c'est le Nîmes Olympique. Comme chaque année à la même époque, finalement. Exactement. C'est un rituel. Encore une affaire de bouteille de vin.
Exactement. Non, pas ce coup-ci, pas ce coup-ci. Et Non, donc, oui, bah, ouais, on- ouais, vas-y, je te laisse, vas-y. en fait, on voulait juste savoir ton ressenti sur cette fin de saison, sur le maintien. Est-ce que toi, tu considères que Brest, ça peut être un concurrent au maintien ou tu considères que c'est tranquille? Qu'est-ce que tu attends du match qu'on va avoir dans 2 semaines? Enfin voilà, on te laisse un peu nous expliquer comment on voit la situation à Nîmes, tout simplement. Bah écoute, nous on est déjà projeté d'abord sur Saint-Etienne, qu'on considère plus comme un concurrent, et encore, on est quand même plus focus sur Lorient et sur Nantes. Après, on a éliminé Dijon, on sait que maintenant ça va être Lorient et Nantes. On sait que si on gagne face à Saint-Etienne, on revient face à Saint-Etienne. Donc oui, si on gagne Saint-Etienne, on peut revenir sur Brest. Et par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2-3 matchs, c'est déjà beau pour nous de se dire que Brest n'est qu'à 6 points, je crois, de mémoire. Oui. Donc, bon, pour être honnête avec vous, je pense qu'on pense tous plus à Saint-Etienne qu'à Brest. Parce que la rengaine il faut prendre les matchs après les matchs. Là, pour le coup, ça se tient vraiment parce que on va dire que depuis le match face à Dijon qu'on a remporté 2-0, c'était il y a 5-6 matchs, je pense. Pour le coup, on sait qu'à chaque match, c'est quasiment un match coup près, en fait. Quand on bat Dijon, on était quasiment condamné à battre Dijon parce que même un nul nous condamnait et nous aurait certainement condamné aujourd'hui à être au même statut que Dijon. Donc pour le coup, pour nous, c'est peut-être un peu moins maintenant parce qu'on a 29 points et qu'on est clairement dans la course avec Nantes et Lorient, pardon. Donc aujourd'hui, si on perd contre Saint-Etienne ou Brest, je pense qu'on sera toujours en course. Mais bon, il reste 8 matchs. On sait qu'on espère prendre une dizaine de points. Et face à des concurrents comme Saint-Etienne et oui, Brest, évidemment que c'est des matchs qui sont évidemment très importants pour Nîmes. Mais on l'a vu, on est capable de battre Lille. On se dit que battre Lyon ou Rennes, c'est pas impossible. C'est les grosses équipes qui nous attendent en fin de saison. C'est les 2 derniers matchs. Mais hormis peut-être, je crois, Lens et Metz, autrement, on affronte donc Brest, Saint-Etienne, Strasbourg, Reims. Donc des équipes contre lesquelles on est censé lutter. Donc Brest, oui, pas un match comme un autre, mais une finale comme une autre. Tous les matchs sont importants en soi, quoi. Je veux pas mettre la pression à qui que ce soit, mais vous vous souvenez du dernier match de Nîmes à Brest? Johan Hartog. Voilà, non mais moi je Ah, vais toujours être traumatisé. En fait, c'est tout un ensemble de trucs qui me font peur. C'est vrai qu'on a un peu votre bête noire quand même depuis, même en Ligue 2, je crois, hein. Il y a quand même nous, on a des très bons souvenirs face à Brest, on va pas se mentir. Bah, c'est le premier match de la même, saison, vous nous battez de 4-0. exactement, ouais. Et puis derrière, c'est la dégringolade pour nous. Et ouais, c'est Bon. assez. Je sais pas, peut-être que Olivier Dallaglio a encore des restes de son époque où il était encore formateur au niveau olympique. Et je ne sais pas, peut-être que. Ouais, je sais pas, c'est vrai, c'est assez étonnant. Et depuis cette le changement de coach, le départ d'Arpinon, ça va beaucoup mieux quand même chez vous. Bah, c'est clairement ce qui a tout changé. Parce que Pascal Planck arrive début janvier de mémoire, en tant que numéro 2 officiellement. Mais c'était évidemment début janvier, le club n'avait. La présidence officiellement était au courant déjà du problème par rapport au coach, mais ne voulait pas mettre l'argent nécessaire pour mettre à pied Jérôme Arpinon. Et la mise à pied de Jérôme Arpinon intervient le lendemain de l'annonce des droits TV donnés par Canal, les nouveaux droits. Donc Planck arrivait en numéro 2, mais bon, je pense qu'il y avait quand même l'idée derrière la tête de la direction de le passer numéro 1. Et bon, on gagne quand même à Marseille 2-1. Jérôme Arpinon est encore coach de l'équipe. Mais derrière, l'équipe se plante à Angers et perd contre Paris, fait une prestation honorable contre Paris, mais perd encore. Et puis là, Pascal Planck passe numéro 1. On perd contre Monaco dans un match où on perd 4-3, mais où clairement Monaco fait la différence sur vraiment ses qualités individuelles, hein. Golovin fait un top match. Il sort le match pour Monaco pour lui tout seul. Et derrière, par contre, on enchaîne en effet 3 victoires d'affilée. On perd pas dans le derby. On gagne à Lille, le leader, et on perd
d'un tout petit but à Nice où l'équipe est vraiment en fin de cycle de cette période de février-mars où il y a eu énormément de matchs et où, avec les blessures, voilà, l'accumulation des matchs, ça a été très compliqué. Mais même à Nice, on n'est pas ridicule en fait. Et en fait, voilà, Pascal Planck a donc pris l'équipe il y a 8 matchs. Il a pris 14 points. 14 points, c'est ce qu'à un point près, Nîmes a pris sur les 22 premiers matchs de sa saison. Donc voilà, c'est assez flagrant, quoi. Il a ramené la confiance dans le groupe, il a ramené un environnement sain, ce qui n'était plus le cas à Nîmes, de la confiance aux joueurs. Il est très à l'écoute des joueurs, et ça, c'est vraiment apprécié par le groupe. Le groupe avait demandé à la direction de mettre fin, en gros, à la période de Jérôme Arpinon pour avoir quelque chose de nouveau. Et les résultats leur donnent raison. On verra si on se maintiendra à la fin de saison, mais 14 points en 8 matchs, c'est juste inespéré, alors que les médias locaux voulaient nous faire croire que l'équipe n'avait pas le niveau. Au final, on est tous, je pense, d'accord maintenant pour voir qu'à Nîmes, on a une équipe qui n'est peut-être pas là pour jouer l'Europe, mais qui a le niveau pour rester en Ligue 1, je pense. Donc voilà, je pense que c'est très positif pour l'avenir. Et ouais, si j'étais brestois, je dirais que je serais confiant, mais si j'étais stéphanois ou même strasbourgeois, sincèrement, c'est pas par chauvinisme, mais je pense que on peut viser au moins les 40 points sur la fin de saison. On a une question justement de Sing29 dans le chat à laquelle tu dois pouvoir répondre. On ne sait pas trop si tu suis Brest, mais ce qui se passe, c'est que Romain Philippotto ne joue presque pas à Brest. C'est quelque chose qui te surprend, toi, ou ça te semble assez logique pour toi? C'est un joueur qui a tout simplement pas le niveau? Je vais être honnête, j'ai vu peu de matchs de Brest. J'ai en mémoire ce match face à Lille gagné 3-2. Mais de ce que j'ai compris, Dalloglio a un petit peu renié ses principes de jeu dernièrement. Mais après, sur le côté gauche, je crois que de mémoire, c'est Romain Fèvre qui joue. Fèvre et Honora, ils alternent, ouais. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse concurrence par rapport sur ce poste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, je vous avoue, j'ai pas trop suivi. Nous, c'était un joueur, honnêtement, qui à la base ne devait pas du tout partir cet été. Il y a eu un imbroglio autour de sa renégociation de salaire. Il partait pour être titulaire chez nous et il sortait d'une saison vraiment correcte. D'ailleurs, il marque contre Brest en début de saison. Et récemment, il a donné, pas une interview, mais il a fait un live sur un réseau social, sur des réseaux sociaux où il expliquait que lui, dans sa tête, il se voyait terminer à Nîmes. Donc, est-ce que ça me surprend? Ça me surprend pas dans le sens où je pense qu'il y a de la concurrence et que Brest ne pensait pas à lui au début. Après, écoute, je sais pas, c'est plus à vous de me dire ses performances. S'il y a de la concurrence à gauche, après, c'est pas un joueur non plus. Voilà, il arrive à 32 ans, ou peut-être même 33. C'est un joueur de devoir, après, de là devenir une valeur vraiment sûre de chez sûr. Et même à Brest, j'ai un peu plus de doutes, quoi. Je le voyais en tout cas dans une rotation d'effectifs à Brest, moi, pour ma part. Voilà, c'est pas non plus un joueur aux qualités individuelles exceptionnelles qui va te faire basculer un match. C'est plutôt un mec qui va, à la limite, rentrer pour peut-être tenir un score. Et, et de temps en temps, qui va te faire un bon match et qui va te sortir un but, mais c'est pas vraiment non plus un très bon joueur de Ligue 1. Donc, Non. Moi, je joue rotation. Après, nous, l'année dernière, on avait à gauche pas beaucoup de concurrence, donc il était titulaire sans trembler. Sur la saison qui passe à Nîmes, honnêtement, on en garde un souvenir correct, pas exceptionnel en effet. Voilà, il a dû marquer 4 ou 5 buts, des jolis buts en plus. Après, oui, dans le jeu, c'est vrai que il manque un peu de régularité, c'est vrai, sur plusieurs matchs, quoi. Mais non, ça me surprend pas, surtout que je pense que Romain Fèvre et Franck Honora sont quand même un cran au-dessus du peu que j'ai pu voir, parce qu'honnêtement, je ne suis pas beaucoup Brest, mais non, ça me surprend à moitié, quoi. Non, mais je crois qu'on a fait le tour de la question sur Romain Philippotto. Merci Benjamin d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. C'était toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'un supporter adverse plutôt, et donc qui ne voit pas trop Brest dans les non, honnêtement, principaux concurrents au maintien.
je vous le vois assez loin. Je suis quelques personnes sur Twitter qui s'inquiètent un petit peu du sort brestois. Bon, c'est vrai que les dernières performances n'allèrent pas au rendez-vous, mais je pense qu'il y a quand même 35 points après 30 journées. Je connais pas votre calendrier, mais je pense quand même que ça devrait le faire. Je vois pas ni Nantes ni Lorient prendre plus de 10 points, et ça voudrait dire que Brest n'est pas capable de gagner au moins 2 matchs sur les 8 qui restent. Mhm. Ça serait quand même assez étonnant, quoi. C'est toujours intéressant de mettre les choses en perspective avec un point de vue extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité et on t'a accepté. Ouais, non, mais après, je vous dis, je vous avoue, j'ai pas, je me souviens du match face à Lille à l'aller, et j'étais resté sur cette impression-là, mais après, j'ai juste vaguement entendu que ça. N'hésite pas à re-regarder les matchs de Brest si ça t'intéresse, parce que tu l'avais regardé, celui-là, c'était plutôt bien tourné. Donc, si t'as, dimanche après-midi, par exemple, si tu fais rien de beau, il y a un superbe Lorient-Brest qui arrive. Je pense que ça se manque pas, ça se manque pas. Bah écoutez, je vous souhaite plein de réussite parce que nous, ça nous arrangerait quand même. Effectivement. Ouais. En plus, c'est un derby, donc. Échange de bons procédés. Exactement. Je vous souhaite un bon derby et de la réussite. Merci bien, Benjamin. On va te libérer et encore merci d'avoir vous. accepté et d'avoir pris ces quelques minutes. Avec plaisir. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut. Donc, c'était Benjamin du 11 Nîmois. Alors qu'il y a un petit écho, je crois, au niveau de ton micro. Yann, non, c'est bon, je crois. Je ne sais pas, je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Et jusqu'ici, bon, vous aurez quand même remarqué qu'on a surtout parlé du calendrier, au final. C'est sûr, c'est un élément indispensable. Effectivement, du 11 de Nîmes, hein, je m'excuse pour Vito. On a parlé du calendrier, mais l'inquiétude autour de l'objectif maintien, elle vient pas que du calendrier. Elle vient aussi des performances brestoises, et c'est justement ce qu'on va évoquer maintenant. Par contre, Yann, je me permets de te couper. Pas milieu de ma démonstration. Plaît-il, j'ai pas entendu. J'étais en plein milieu de ma démonstration. Pourquoi Brest va se maintenir? Ah oui, autant pour moi. Oui, attends. Poursuivons. Oui, outre le fait qu'il y a 6 équipes qui aimeraient être à la place de Brest cette saison, Brest a quand même pris 1,17 points de moyenne jusque-là. Si Brest continue sur cette lancée, ça fera 44 points. Donc effectivement, là-dessus, il n'y aurait pas de souci. Et c'est pas beaucoup plus finalement que l'année dernière où Brest, avant la fin de saison liée au Covid, avait pris 1,21 points par match quand on savait qu'il y avait pas mal de gros matchs à venir entre Brest et des Marseille, des Lille, des Monaco notamment. Et donc là, on l'a dit, on a pas mal parlé du calendrier favorable. Évidemment, je ne veux pas revenir dessus. Enfin, favorable ou pas, finalement, effectivement, que tu as dit, Fange, c'est plutôt à double tranchant. Il y a évidemment le retour de Christophe Herrel. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la charnière actuelle est la plus fiable défensivement, c'est Chardonnay et Herrel. Donc on va rester là-dessus et je pense que Herrel devrait très rapidement retrouver sa place de titulaire aux côtés d'un Brennan Chardonnay qui évolue à un niveau de jeu vraiment très élevé, peut-être le meilleur en tout cas depuis une dizaine de matchs. Ce qui n'est pas forcément bon signe puisque c'est un défenseur, donc pas idéal pour gagner des matchs. Et on a quand même vu des capacités morales et mentales intéressantes côté brestois sur ces derniers matchs, même si certains ont été perdus. À Marseille, Brest revient au score avant de faire des grosses erreurs individuelles, notamment une, évidemment. Tout le monde s'en souvient, malheureusement. Oui. Contre Monaco, c'était un peu particulier. Contre Lyon, 3-0 à la mi-temps, ou 3-1 à la mi-temps. Enfin, 3-0 pour Lyon, Brest qui revient. 3-0. Ouais. À 3-2. Contre Bordeaux, par exemple, Bordeaux qui ouvre le score, Brest qui finit par gagner. Contre Strasbourg, 2 buts dans les 5 dernières minutes de jeu. Donc je pense que Brest a montré que les joueurs avaient des qualités mentales et des qualités morales pour aller chercher ces petits points qui font la différence en fin de saison.
Voilà, maintenant, voilà, ça, c'est des points sur lesquels je suis optimiste. Évidemment, je n'oublie pas le fait que le niveau de jeu est quand même assez inquiétant sur ces dernières sorties. Et c'est la transition idéale, peut-être, mon cher Yann. Oui, tout à fait, transition idéale pour notre dernier invité. On devait en avoir un quatrième, mais malheureusement, il n'est pas là. C'est Nico Blanzat de France Bleu. On reviendra un peu sur ce qu'on a échangé, mais tout de suite, on reçoit Guillaume, qui lui est un peu moins serein que toi, en tout cas, on peut dire. Guillaume, salut. Salut à tous. Salut à tous, effectivement, plutôt non serein de mon côté. Je sais pas si vous m'entendez bien. Tout à fait, Très parfait. bien, très bien, très bien. Bonjour. Oui, du coup, bonjour. Effectivement, ça va rejoindre un peu ce que vous avez dit dans un premier temps avec le calendrier. Donc moi, je vois 2 matchs compliqués à Lorient et à Nîmes, comme vous l'aviez déjà dit, voilà, avec Lorient qui est en forme et en grande réussite dans un premier temps. Et à l'extérieur, nous, comme on peut le voir sur le lien que tu as mis sur Twitch, on est dernier à l'extérieur. Et Nîmes qui reste quand même notre bête noire. Et vous l'avez rappelé, le match en Ligue 2 qui me reste en tête avec un 2-3 encaissé, avec des belles erreurs individuelles comme on sait les faire. Donc je pense qu'on va être, après ces 2 matchs, plutôt en danger. Après du coup, sur l'aspect effectif, j'arrive vraiment pas bien à adhérer à ce 4-3-3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça coïncide un peu avec la mauvaise année 2021. Et je trouve que pour se maintenir en Ligue 1, il faut des joueurs fiables. Et je trouve que il y a quelques joueurs dans notre 11 qui sont pas assez fiables pour qu'on puisse compter sur eux quand on va peut-être mener 1-0 et qu'on va être sous pression. Voilà, un joueur comme Jean-Lucas. Jean-Lucas, pour moi, c'est pas un joueur qui va être fiable et qui va pouvoir réussir à maintenir sa pression sur le dos lorsqu'on sera en situation difficile, quoi. Alors, au niveau de Jean-Lucas, il y a un point, c'est-à-dire que lui, il quitte Brest, il en a rien à foutre. C'est Après, ça. voilà, Après, je pense je que vais pas non plus remettre en cause son implication, il y a pas de ça, mais c'est vrai que peut-être au fond de sa pensée, voilà, il y aura peut-être ce côté-là. Si je fais une erreur, c'est pas très grave pour moi, mais et le club, finalement, bon, je le quitte en fin de saison et qu'il descende ou qu'il descende pas, peu importe. Moi, je trouve que son geste à Marseille, excuse-moi de te couper, je trouve que son geste à Marseille quand il fait n'importe quoi pour dégager le ballon, ça participe totalement de ce que tu dis, Quentin, en disant voilà, il joue en fait, le gars joue pour lui, il essaye de se montrer et alors il a fait des trucs bien, on a vu une bonne mi-temps contre Dijon notamment, mais aussi beaucoup de choses très moyennes et enfin tout en tout cas très insuffisantes, notamment, justement sur ce match de Marseille. Le match à Angers, sa première mi-temps est proprement catastrophique. Pareil, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est lui qui a pris tous les coups de pied arrêtés depuis qu'il est arrivé, alors qu'on a vu que des joueurs comme Romain Febvre ou Franck Honora pouvaient, les frapper, très correctement. Je comprends en fait, voilà, j'ai du mal à m'expliquer l'importance qu'il a pris aussi rapidement dans le vestiaire, d'autant que c'est un joueur qui, voilà, dans 2 mois, 2 mois, il est plus au club. C'est exactement ça. Et on a modifié notre compo en 4-4-2 pour lui. Ce 4-3-3, c'est vraiment pour qu'il soit dans un fauteuil au milieu et qu'il puisse faire joujou, hein. Mais c'est vrai que pour les coups de pied arrêtés aussi, il tire tous les coups francs et il n'y en a aucun qui est dangereux quasiment, quoi. Donc pour moi, c'est pas un joueur fiable et c'est pas un joueur sur qui on pourra compter lorsque le match sera serré et on sera en danger, quoi. Pas typiquement le match de Marseille où on a le point du nul à l'extérieur. Après, je lui en veux pas, il fait un aller-retour et voilà, il fait un geste à la con. Mais c'est pas un joueur sur lequel on peut compter lorsqu'il y aura un match nul ou un match hyper serré. Euh, et le deuxième joueur, du coup, qui va revenir de blessure, là, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Erel. Donc Erel va reprendre sa place effectivement en défense centrale. On a vu qu'il pouvait être solide, mais il va encore devoir retrouver des aptitudes sur le terrain, il va retrouver la compétition. Il a loupé plusieurs matchs, donc est-ce que en retrouvant la compétition, il va pas faire quelques petites boulettes comme il aime bien en faire quelques-unes quand même? Est-ce qu'il va pas lui falloir plusieurs matchs pour se remettre dans le 11? Donc voilà, c'est mes inquiétudes, c'est Erel et Jean-Lucas, surtout RL du coup qui va devoir se remettre en route. Et on a vu en début de saison, on a vu après après le Covid, après sa deuxième blessure, qu'il avait toujours eu du mal à se remettre directement dans le bain, j'ai l'impression. Alors, tu es inquiet, tu es pas très serein, je suis dans ton camp, hein. Je ne sais pas si tu as entendu le début de Oui, ouais, bien mon sûr, ouais, j'ai vu intervention. ça. Tu es inquiet à quel point? Tu nous vois plutôt, finir dans une place de barragiste, se maintenir ric-rac ou même, peut-être un peu plus et descendre directement, finissant 18e ou enfin 19e plutôt? Alors avant Non, qu'il réponde, je vais ouais. peut-être quand même préciser que Guillaume s'est déjà taillé les veines, donc ça me donne peut-être un indice sur le fait qu'il est peut-être assez inquiet. Non, après, je suis quand même, malgré mon discours, je suis quand même assez. Je nous vois nous maintenir, mais on va suer, quoi. Je nous vois nous maintenir, mais on va déjà suer après les matchs contre Lorient et Nîmes. Mais je nous vois prendre des points, ouais, contre
contre Lens éventuellement, contre Montpellier, qui est pas très bon à domicile, sera en fin de saison. Je me vois prendre peut-être 4 points sur ces 2 matchs-là et réussir à gratter un finish à 41 points et se maintenir, quoi. Mais je pense que ça va être compliqué avec l'année 2021 qu'on voit, et surtout avec ce 4-3-3. Moi, je suis vraiment pas convaincu par ce 4-3-3. Mais je ne vois que nous maintenir. Parce que quand même, il y a des équipes derrière, il y a Nantes, il y a Saint-Etienne. Mais on va suer, je pense, après nos 2 matchs contre Nîmes et Lorient. Et justement, là, je rejoins un peu ce que Théol fait remarquer. Tu évoquais Christophe Herrel. T'as pas été convaincu par Lilian Brassier sur son intérim de 3-4 matchs? Si, pourquoi pas. Si, bah, il a fait son job, hein. Après, il n'a pas été irréprochable non plus. Mais moi, je dis, pourquoi pas le laisser dans le 11. Voilà, on arrive à pas prendre de but contre Angers. Bon, contre Monaco, on craque en fin de match. Il y a un super larconneur. Mais voilà, c'est pas des matchs où il y a un naufrage, quoi. Il n'a pas participé à des naufrages comme RL a pu en bénéficier certains, quoi, je trouve. Donc, pourquoi pas laisser Brassier. Donc, ouais, ce sera au coach de décider, mais Brassier a fait ses preuves, je trouve, ouais, sur ces matchs. Peut-être que Brassier, pour jouer le maintien, pour jouer ses matchs coup près, la jeunesse de Brassier serait peut-être un peu flippant. Après, c'est vrai qu'on a deux joueurs qui se ressemblent un peu. Il y a Brassier qui est comme un gaucher et RL droitier, donc c'est plutôt à son avantage puisqu'il jouerait axe gauche. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui se ressemblent pas mal, avec une certaine présence physique des deux côtés, mais aussi une propension à faire quelques erreurs de relance notamment, ou quelques erreurs bêtes sur un mauvais contrôle ou quelque chose comme ça, qui peut mettre rapidement l'équipe dans la mouise, et c'est certainement pas ce qu'on veut sur les prochains matchs où chaque détail comptera, quoi. Ce sera, en tout cas, moi je suis plutôt optimiste aussi, mais en tout cas sur ce mois d'avril, on va suer. Tu l'as bien dit, on va suer, surtout s'il fait aussi chaud que ça. Oui, c'est sûr. Ouais, température en baisse cette semaine. Car tu en baisse, c'est pas de refus. Surtout pour dimanche 15h. Peut-être du coup pour faire un peu le pendant à Guillaume, à la base on devait avoir Nico qui commente les matchs sur France Bleu pour du Stade Brestois, mais bon, il a été retenu pour des impératifs pro, mais il m'a quand même donné un peu ses arguments, donc je vais les déballer. Et un de ses premiers arguments qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici mais qui est important, c'est que Brest est épargné par les blessés. En dehors de Christophe Herrel cette saison, il n'y a pas eu de grosses blessures, de blessures importantes. Il n'y a pas de raison que ça change. On croise les doigts pour que l'imbroglio béninois soit sans conséquence. Mais effectivement, quand on compare à Lorient qui perd certains de ses joueurs sur blessure, encore que là ça revient. On compare à Nantes qui a eu pas mal de blessés, Saint-Etienne qui la moitié de leur équipe à l'infirmerie depuis le début de l'année. Sur ce point-là, Brest part avec un avantage. Après, c'est vrai, mais on a quand même par exemple des joueurs, même s'ils ne sont pas blessés, qui sont quand même peut-être pas à 100%. Oui. Et quand on voit la dynamique de l'équipe, ça fait peur aussi. Oui, c'est vrai. Après, la dynamique, oui et non. Tu es à 2 doigts de prendre un point contre Marseille, ça aurait pas été dégueu. Brest-Angers, tu as quand même des possibilités de marquer, notamment en deuxième période. Bon, c'est pas non plus catastrophique, on va dire. Ensuite, avant, tu as joué Monaco, tu as joué Lyon, tu as joué Lille. Bon, tu as gagné le match qu'il fallait gagner contre Dijon. Là, ça aurait été problématique si ça n'avait pas été le cas. Oui, absolument. Et au-delà du niveau de jeu, qui est quand même effectivement largement en baisse ces dernières semaines, tant à domicile qu'à l'extérieur, surtout. Une question pour Quentin après. Oui, vas-y. S'il y a un Dijon-Biélorussie, est-ce que les deux équipes perdent? Ah oui, bah là oui. Déjà, personne ne regarde parce que ce serait quand même une abomination footballistique. Mais ouais, dangereux pour les gens qui assisteraient à ça. Heureusement, personne ne peut assister à cette rencontre pour l'instant, donc des vies qui sont sauvées. Et mine de rien, niveau blessure, on a aussi Pierre Gabriel qui est souvent quelquefois absent, et depuis quelques matchs, je trouve assez quelconque. Même cette saison, je ne le trouve pas non plus hyper performant dans ses prestations. Voilà, on ne le voit pas trop, il se monte pas trop, défensivement, pas impassable. Et pareil, lui aussi. À l'image de Fèvre, c'est vrai que lui non plus n'a pas joué une saison entière depuis très très longtemps. Ouais. À très haut niveau, puisque comme tu le disais, il est très souvent blessé, que ce soit à Mayence, que ce soit à Monaco, ou même s'il n'était pas blessé, finalement, il ne jouait pas souvent. Donc c'est sûr qu'on a pas mal de... Grégory Lorenzi aime bien jouer sur le fait qu'il y a des joueurs qui sont revanchards.
Mais s'ils sont revanchards, c'est que peut-être ils n'ont pas suffisamment joué les saisons précédentes et que ça peut se sentir sur cette fin de saison. D'autant que normalement les températures vont commencer à augmenter, qui ne devrait pas être idéal pour des joueurs qui sont déjà peut-être fatigués. Peut-être un peu l'idée serait peut-être aussi d'adapter, et j'imagine que les préparateurs physiques vont le faire, et adapter les entraînements au niveau de fatigue des joueurs. On était tous contents de voir Romain Fèvre aller à l'Euro Espoir, mais c'est vrai que d'un point de vue 100% brestois, c'était peut-être pas une bonne idée de le voir débuter deux matchs en 3 jours. Et on a vu qu'il n'était pas non plus à son avantage, qu'il gardait son toucher de balle quand même largement au-dessus de la moyenne, mais qu'il avait ce coup de rein nécessaire pour faire la différence ballon au pied. Est-ce que c'est pas aussi un problème de positionnement sur le terrain? Moi, je me pose la question. Romain Fèvre sur le côté, je vois absolument pas l'intérêt finalement. Oui, moi j'aimerais bien le voir à la place de Jean Lucas, peut-être plus axial, dans le milieu. D'ailleurs, il avait fait ça contre je ne sais plus qui, où Fèvre était passé dans l'axe avec Fadiga. Contre Paris. Paris, en Coupe de France, je crois, ouais. Non, je crois pas que je crois qu'il avait fait ça contre Paris aussi, mais c'était une fin de match où Brest devait marquer, je crois, ou je sais plus, peut-être contre Lyon. Possible. Où il avait fait ça, et à Marseille aussi. À Marseille, il avait fait ça. Il avait fait rentrer Fadiga, et Fèvre et Fadiga jouaient ensemble, et du coup, c'est pour ça que je commençais à flipper, parce que Brest a égalisé, et finalement, on devait tenir, et qu'avec un milieu de terrain, Fèvre, Fadiga et Belkebla, je crois, derrière. Ouais, c'est ça. Pas non plus très, très solide défensivement. Mais pourquoi pas jouer avec des milieux un peu plus joueurs pour redonner cette créativité à une équipe qui en manque cruellement, avec un Charbonnier qui malheureusement est aux abonnés absents. On a tous ces méga Gaëtan Charbonnier, mais c'est vrai que ces dernières semaines, c'est comme ça fait peine à voir. C'est toi qui le disais, Fanche. Ouais. Là-dessus. Ça m'a marqué contre Angers, où vraiment il a fait une première mi-temps. Je pense que j'en ai pas vu d'aussi mauvaise de sa part depuis très longtemps. Il a ses côtés un peu pénibles, genre quand il est comme ça, qui s'énerve. Il perd la balle, il va faire la faute Ouais, après, une faute bête. C'est très énervant. Pour moi, c'est un tout, en fait. Fèvre sur le côté, c'est pas très grave si tu as le ballon et que ton jeu est fluide, quoi, parce que ça le permet de jouer, de rentrer dans l'axe, de lancer un Faussurier ou un Pierre Gabriel sur son côté. Donc pour moi, voilà, c'est un tout, et la machine, là, je pense qu'elle est rouillée au premier ou au deuxième étage, et du coup, les 3, 4e et 5e étages n'arrivent pas à fonctionner correctement. Peut-être, je sais pas si Jérôme est toujours ici. Il est toujours là. Il est toujours là. T'as un avis, toi, peut-être sur le contenu même, au-delà du fait du calendrier, sur le contenu même de ce que fait Brest ces derniers temps? Ouais, bah, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, hein, je vais pas répéter du coup, mais il y a un aspect qui, sur le jeu évidemment, qui n'est plus le même. Mais est-ce que aussi, cette deuxième partie de saison, est-ce que les équipes, justement, on est attendu avec ce jeu-là, donc automatiquement on nous observe. Donc les équipes savent comment on joue, donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus l'effet de surprise du début de saison. Et puis, évidemment, il y a la fatigue de la saison qui est là, que ce soit fatigue physique ou psychologique. Je pense que à force de perdre des matchs des erreurs individuelles, et perdre des matchs comme on a fait, ou voilà, ou des matchs qui sont des matchs nuls, sur certains joueurs, ça doit être, voilà, il doit y avoir un effet. Je pense qu'il y a ça aussi, l'aspect psychologique, pardon. Après, oui, Fèvre, il est meilleur dans l'axe, c'est son jeu, il est là, on l'a encore vu en équipe de France Espoir l'autre jour, voilà, quand il est sur un côté, il arrivait pas à... C'est un joueur qui casse les lignes, donc automatiquement, dans ce rôle-là à gauche, il est moins performant, même s'il est performant, voilà, il est quand même bon, mais moi je le trouve moins performant à gauche. Sur des joueurs comme Lucas, ouais, je reviens là-dessus. Voilà, ça aurait pu être une belle découverte là, cette saison. Je pense que voilà, à part un demi-match qu'il a fait de bon, voilà, moi je trouve que c'est une déception, et le faire jouer encore sur les 8 derniers matchs comme titulaire, je vois pas l'intérêt, surtout qu'il repart à Lyon en fin de saison, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a des joueurs qu'on pourrait voilà,
voilà, qu'on pourrait faire jouer à sa place, comme Fadiga par exemple, qui pourrait peut-être rester la saison prochaine. Voilà, donner la chance à des joueurs qui restent au club cette année, qui vont rester au club plus tard aussi. Donc voilà, sur l'aspect défensif, j'ai trouvé Brassier vraiment intéressant. Et le retour d'Erel aussi va faire du bien, mais dans quelle situation, pareil, il va se retrouver après autant d'absence, s'il va être toujours aussi efficace avec Chardonnay. Je ne sais pas s'il faut garder cette même charnière qui est là depuis quelques matchs, Brassier-Chardonnay, ou s'il faut refaire revenir comme titulaire Erel. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que va choisir le coach. Voilà, donc moi, bon, ça reste aussi pour moi une bonne chose pour cette fin de saison que ce qui est une valeur collective. Ouais, je pense qu'il y a encore une valeur collective. Les individualités, elles sont toujours là. Je pense qu'Honora, il est toujours au top. Fèvre, voilà, il a été en espoir. Du coup, il sera sûrement un petit peu fatigué au retour là pour les 2 prochains matchs. Mais je pense qu'on pourra aussi compter sur ces joueurs-là, Honora, Fèvre, Mounier même, hein, Mounier, même s'il n'a pas été très très efficace ces derniers matchs. Je pense qu'on peut aussi compter sur les individualités. Et c'est vrai, je pense que Brest a l'effectif pour rester et un meilleur effectif que notamment Saint-Etienne, par exemple, que Nîmes aussi. Je mettrais Brest devant Nîmes, et que Nantes, même si Nantes a quelques individualités, je pense que collectivement c'est un peu plus faible. C'est vrai que je pense que Brest a largement ce qu'il faut Et Lorient aussi, pour se maintenir. Et vous Lorient aussi, surtout défensivement. Oui. Vous en parliez tout à l'heure, et je pense qu'on va aussi pouvoir compter sur Philippe Otto, parce qu'on a vu Charbonnier sur un côté, ça n'a pas trop marché, donc peut-être que Philippe Otto aura plus de chances en fin de saison de s'exprimer. Donc ça peut être aussi une bonne surprise pour la fin de saison, je pense. Philippe Otto, ça serait bien de retrouver l'adage des joueurs qui marquent contre leur ancien club, ou marquer contre Nîmes. Contre Nîmes, ça me va bien, moi. Et Lorient, ouais. Oui, parce qu'il a joué à Lorient. On a lancé dans le chat en passant un petit sondage pour savoir si vous préfériez voir Erel ou Brassier. Pour l'instant, la tendance c'est pour Brassier. Vous tapez 2 dans le chat pour avoir Brassier, 1 pour avoir Erel. Voilà, après, il y aura d'autres arguments qui vont entrer en compte forcément. Brassier, ouais. Brassier, clairement. Ah oui, pour la stabilité de la défense, pour l'instant, je crois qu'il a montré des bonnes choses. Erel, il a aussi eu. Ça a été compliqué son retour après blessure et le Covid, là. Et puis là, je pense que casser une défense, une charnière centrale avec la série de matchs qui nous attend, d'entrée, là, par exemple, contre Lorient, dans le derby, ce serait pas une bêtise, mais ce serait pas une bonne chose, peut-être. Oui, je suis d'accord. Enfin, je t'ai posé une question tout à l'heure à Guillaume sur le fait à quel point il était inquiet. À ton niveau, à quel point tu es inquiet, toi Moi, je suis plutôt inquiet. Non, Fanche a posé tout à l'heure une question. T'as posé une question à toi, Guillaume, Moi, tout à l'heure sur le. Faire doubler par Dijon. Non, je rigole, mais. Voilà. Plus sérieusement, je pense que à quel point d'inquiétude. En fait, c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes derrière nous. Elles vont se jouer également, mais ouais, plutôt de toute façon barragiste ou 19e, c'est la même, parce que 28-29 points. Pour moi, tout est encore ouvert jusqu'à la 19e place, donc j'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs. J'espère qu'on n'aura pas à se rapprocher de la zone rouge et qu'on verra une fin de saison plutôt tranquille, en slip, comme tu as l'habitude de dire, Quentin, sur le canapé. Mais je n'exclus rien du tout, franchement. Et bonne petite remarque de JC qui dit que la charnière centrale de fin de saison aurait peut-être dû être celle qui aurait dû passer la saison sur le banc. Possiblement Chardonnay, Brassier, ça aurait dû être les 3 et 4e défenseurs centraux. Et il se retrouve propulsé, en tout cas actuellement, avec la blessure de RL et la saison fantôme de Jean-Kévin Duverne, propulsé au rang de premier et deuxième défenseur central. Oui, c'est mine de rien. On va parler de Jean-Kévin Duverne ou ça ira? Je crois que. Oh, c'est pas la peine, je pense. Non, ça. Quel désastre. Il était terrible, terrible. Et capitaine en plus, c'est ça le truc, mais c'est ça que je comprends pas, moi. Donc, là, franchement, ça fait partie des choses que j'ai à reprocher à Olivier Dalloglio, et il n'y en a pas qu'une.
Oui, Mm. oui, il y en a eu Mais quelques-unes, ça, ce mais sera un autre débat. J'ai Oui, tout à souvenir fait. de son interview d'après-match contre Paris où il fait un match catastrophique. Et Ouais. je sais plus si c'est la mi-temps ou en fin de match, en gros, il reproche de ne pas avoir mis les occasions devant, pas avoir assez donné devant, complètement lunaire, quoi. Ah oui, C'est c'est vraiment un match. lunaire. Elle est lunaire, celle-là. Ouais. J'ai du mal à voir comment il peut être capitaine en plus dans un vestiaire, Oui, vu sa dégaine et sa façon de parler. Après, je sais pas comment il est dans le vestiaire, mais voilà, ça me paraît compliqué quand même. ouais, Je ça pense que doit. c'était plus une technique pour essayer de le faire passer un cap mentalement, peut-être. Ouais, C'était peut-être. peut-être osé, hein, et ça n'a pas marché, assez clairement. Et on est, je pense, tous beaucoup plus heureux avec le brassard sur le bras de Haris Belkebla. Ah oui, clairement. Oui, Ouais. C'est sûr. Voilà, Il a pas joué avec l'Algérie le deuxième match, je crois, lui. je ne pourrais pas te le dire. alors, il me semble justement que c'est aujourd'hui. Il Non, rentre, il rentre, il Il rentre ce soir. 70e, je crois. Ah. Il rentre ce soir, donc je pense qu'il a joué. Oui, mais Mais- il est pas entré en jeu sur le deuxième match. D'accord, oui. Ok, oui. Contrairement à Steve Mooney. Ah, mais ça, si on se maintient, ça va être l'histoire de l'année, hein, le coup de la canne. Oh là là. Oh, fou. Mais si Brest descend, Brest ne pourra s'en prendre qu'à lui-même avec toutes ses erreurs individuelles. Alors je pense pas que ce sera le cas, hein, mais c'est vrai que le nombre de points qui a été perdu alors que Brest a maîtrisé ou maîtrisé les matchs. Je pense notamment de tête à Angers, notamment, c'est l'exemple le plus criant pour moi, où on maîtrise le match, mais de A à Z. Ouais. C'était avec Ibrahima Diallo aussi. Le match, je pense aussi au match de. Il y a deux matchs qui me viennent en tête quand tu dis ça, Quentin. C'est le match de Montpellier où on mène Chardonnay, double la mise vers la 80e minute, où on prend un but dans la minute qui suit par Delors. Et le match de Metz où on revient de la mi-temps, on mène 2-1 et finalement on en prend 4. Quoi. Ouais. Autant de points Et- perdus, alors c'est hallucinant. Et à la fin du match de Montpellier, on a une énorme occasion qui est un peu passée inaperçue où Cardona Oui. vraiment se présente seul. Oui, et il a la même contre Lyon aussi, quelques semaines avant, où il envoie une patate en 6 mètres. On a loupé aussi des occasions assez énormes en fin de match, notamment Montpellier et Lyon, où effectivement, là, on peut s'en mordre les doigts. Et si je tiens un œil peut-être aux statistiques avancées, pour le plus grand bonheur de Fanch, évidemment. Alors, c'est X-Goals qui m'énerve. Tout à fait. Bah voilà, si je jette un coup d'œil à ces X-Goals, je pense que voilà, Brest est tranquille en milieu de tableau, on va dire. Donc voilà, c'est pas. Je pense que Brest n'a rien à faire à cette place-là, n'a rien à faire dans ce match pour le maintien. Mais c'est comme ça. Si je regarde par exemple les expected points, et Brest est 17e. Allez, je ferme ma gueule, on va arrêter là. Peut-être pour arrêter, on va faire se projeter sur le match de dimanche. C'est le match face à Lorient. On va pas débriefer rapidement parce que là, on va finir. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. On vous remercie. Mais peut-être un pronostic rapide et même ce que vous attendez de ce match. Commençons par les invités, peut-être Jérôme. Oui. Oui. Alors c'est tout bon, tout mauvais, hein, comme on disait pendant pendant toute l'heure. Là, on peut se retrouver avec un match nickel de Brest et puis qui gagne largement, 3 buts à 1. Et puis un match où on peut prendre une belle fessée à Lorient et puis voilà. Mais moi, comme je suis de la team Serein, je vais dire gagnant, 3-1. Allez. Guillaume, de ton côté? Alors moi, dans le prolongement de mon tailladage de veine, on va dire que je vois un scénario assez cruel. Soit on mène au score et on se prend une petite égalisation à la fin, ou soit on tient le nul et on perd à la manière de Marseille. Je vois un scénario cruel sur ce match. Ah. Espérons que ça se produise pas, bien sûr. Franche, de ton côté? Mais oui, évidemment qu'on va se prendre un scénario à la con, c'est écrit. Vous en ferez un jingle si vous voulez, mais c'est écrit. C'est Lorient. Combien de fois on a fait des déplacements à Lorient, on est revenu avec 4 buts dans la gueule. En tout cas, les dernières fois, c'était plutôt ça. Donc non, moi je vois rien de bon à Lorient qui est en pleine forme en plus, une équipe de Brest qui met pas un pied devant l'autre en ce moment. Non, je ne vois pas Brest prendre des points à Lorient, malheureusement. Hein, j'espère évidemment, mais je ne vois pas de truc très positif. Lorient qui est en pleine forme après un match nul à Nantes, un match nul contre Nice, un match nul à Montpellier et une victoire difficile contre Saint-Etienne. C'est pas mal quand même. Oui.
Une seule Mais victoire. c'est pas ce que j'appelle une pleine forme de mon côté. Bah, c'est mieux que Brest qui m'est pas foutu de battre, de prendre un point contre quiconque. Face à des adversaires qui sont du niveau de ce que j'ai donné pour Lorient. Alors, juste l'arbitre du match. Après, si tu veux lancer Lorient en air, n'hésite pas. Hein. Ton pronostic, toi, Quentin, peut-être? J'ai pas vraiment réfléchi. Je pense qu'il y aura un match nul. Ce sera, je pense, un match assez ouvert entre deux équipes qui théoriquement aiment jouer au ballon. Après, c'est peut-être un peu moins le cas depuis quelques semaines. J'ai l'impression que Pellissier a lui aussi son fusil d'épaule, mais qu'à Lorient, ça marche beaucoup mieux que Dialloglio avec Brest. Ceci étant, je vois pas beaucoup d'écart entre les deux équipes et je pense que défensivement, Lorient a des grosses lacunes et qu'il faudra donc les utiliser au mieux. Et donc soit un match nul 2-2 ou peut-être une victoire 2-1 de Brest. Allez, bah moi je vois un peu à ton opposé. Je vois un match totalement fermé, un 0-0, des familles, mais vraie bataille. Et sur le coup, c'est quelque chose que j'attends, c'est de voir le mental. Parce que là, c'est peut-être, je reprends l'expression de Bryce Sniper, c'est peut-être le premier match au couteau de la saison. Au final, avec l'avance qu'on avait, on était assez tranquille. Là, c'est le premier match vraiment stressant. Donc je m'attends à voir 0-0 avec un match bien tendu, comme on les aime, comme un Brest-Valenciennes il y a quelques années. Match à 6 points. Et si on n'arrive pas à le gagner, il faut surtout pas le perdre. C'est ça. Oh, C'est vrai. la sagesse. Un match nul, je J'ai du prends. mal à le faire. Ouais, moi aussi. Ne pas perdre 2 points sur Lorient sur ce match. Et pareil contre Nîmes, le match d'après. Et d'ailleurs, contre Saint-Etienne, contre Nantes, ce sera la même chose. Si on n'arrive pas à les gagner, il faut surtout pas les perdre. Et du coup, j'ai Et peur quoi que cette façon de voir les choses que je partage, hein, Quentin, inhibe un peu l'équipe justement en disant, en ne sachant pas trop quoi faire, est-ce qu'on va là-bas pour gérer un match nul et comme disait Guillaume, on ne sait pas trop le faire, ou est-ce qu'on y va pour gagner? Et voilà, j'ai peur qu'on soit un peu le cul entre deux chaises sur cette fin de saison. Comment gérer justement les derniers matchs face à des adversaires directs, alors sachant qu'on est en position un petit peu de force par rapport à eux. En tout cas, on peut espérer un petit Anthony Weber qui apparaîtra sur une ligne. Anthony Weber. Oui. Sur ce, Oui, je pense qu'on peut finir. C'est 1 heure d'émission. Merci à tous. Merci à nos invités, évidemment. On s'excuse pour les petits soucis techniques. Ça peut aller, globalement. par rapport à notre niveau de technique, on va dire, c'est quand même ça s'est plutôt bien déroulé. Et encore merci à toi, Yann, pour avoir Oui, merci Yann. organisé ça. Merci effectivement à Benjamin, déjà du 11 de Nîmes, à Guillaume. Guillaume, on peut noter ton micro qui est impeccable. Oui. Merci beaucoup. Et Jérôme, de la page Facebook, Twitter. Ici, c'est Brest. Vous n'avez pas de site internet, si je dis pas de bêtises. Non, toujours pas. C'est en cours depuis 2 ans. Parfait. Et bah moi, je vais mes acolytes habituels. Yann, évidemment. Merci à toi. Eh bien, excusez-moi. Eh bien, Kenavo, pour reprendre la norme. Puis, allez Brest quand même. Ouais, exactement. Fanche, également, bonne fin de semaine à toi. Merci d'avoir été là. Oui, merci. On repart dans les révisions. Et c'est un Twitch que vous retrouverez normalement en podcast sur les plateformes habituelles si vous l'avez manqué. Ou s'il va vous d'arriver en cours de podcast. Voilà, n'hésitez pas à aller le retrouver sur nos plateformes habituelles. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Bon match, bon derby contre Lorient et comme d'habitude, allez Brest. Allez Brest.